n'a jamais vu autant de livres sur nos écrans et pourtant on n'a jamais aussi peu lu. C'est un peu le paradoxe de notre époque, le livre semble partout en tant qu'image, nulle part comme attention. Dans cette vidéo, on va se poser la question, est-ce qu'on aime encore vraiment lire ou est-ce qu'on aime juste l'idée d'être quelqu'un qui lit ? Aujourd'hui, on va parler de performance, on va parler de l'esthétique de la lecture. En tout cas, je vous conseille vraiment de rester jusqu'au bout de la vidéo parce que comme toutes mes enquêtes, elle est construite comme un parcours. Et au fil de ce parcours, on vient apporter pas mal de nuances. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Lire, c'est généralement considéré comme un hobby solitaire, quelque chose qui nous fait penser de l'ordre de l'intime, qui nous fait réfléchir, qui nous bouscule aussi parfois, mais surtout qu'on expérimente seul. Sauf qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et l'importance de BookTok et aussi les différentes plateformes consacrées à la lecture, je pense à Goodreads, Babelio, etc., on expose toujours plus ce qui était autrefois un moment privé. Désormais, c'est plutôt commun de montrer ce qu'on est en train de lire, de montrer comment on a arrangé nos bibliothèques, de faire des book hauls par exemple, dès que vous achetez des livres, vous présenter des book hauls, de montrer nos pales, nos routines de lecture, et je me sens concernée, on crée même des vlogs lecture dans lesquels on va filmer nos réactions en direct pendant qu'on est en train de lire. Donc c'est clair que en 2026, plus que tout, la lecture, elle est quand même devenue visible et surtout aussi mise en scène. Et c'est cette visibilité-là qui a fait quand même émerger certains phénomènes assez particuliers et surprenants d'ailleurs. On a l'émergence des livres-objets, et quand je dis livres-objets, vous allez voir que c'est littéralement des livres-objets, on en parle un peu plus tard, mais aussi des bibliothèques décors dont on ne lit pas vraiment les livres. Et puis dernièrement, ce phénomène assez étrange d'hommes qui lisent en public pour draguer. Alors dans cette enquête-là, on va essayer de répondre à cette question assez simple. Est-ce qu'on lit encore vraiment ou est-ce qu'on est plutôt dans la performance ? Est-ce que le livre est toujours un espace intérieur, un moment d'évasion et un moment de réflexion ? Ou est-ce que c'est devenu un simple accessoire ? Alors étant moi-même une petite créatrice de contenu littéraire dans mon temps libre, je me sens quand même assez concernée par ce sujet. Je crée moi-même des vlogs lecture, je parle de mes avis lecture en vidéo, je me mets en scène clairement, j'écris des avis en pensant qu'ils doivent aussi intéresser, c'est pas seulement pour moi que j'écris des avis, quand j'écris mes chroniques, je pense déjà à comment je vais vous les présenter. Et donc parce que je fais partie de ce mouvement-là, je trouve essentiel aussi de prendre un pas de recul et de me poser la question si tout ce que je fais, tout ça, les réseaux sociaux, etc., ça nous fait vraiment changer notre manière de lire. En fait, il y a quelques mois, je suis tombée sur une vidéo de The Book Leo qui était consacrée à l'esthétique dans la lecture, à l'esthétique notamment Dark Academia. C'était vraiment une vidéo très intéressante que je vous invite à regarder et que je mettrai en barre d'infos. Cette vidéo, en plus d'être très bien documentée, elle était hyper intéressante pour moi parce qu'elle présentait la lecture non plus comme une activité culturelle, mais comme une esthétique, un univers visuel très particulier et même une identité. Et là, je rebondis sur mon sujet, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, l'esthétique de la lecture est devenue extrêmement visible. Plusieurs tendances se sont notamment développées. On connaît tous par exemple les cozy reading vlogs, que personnellement j'aime beaucoup, qui ont tendance quand même à faire de l'automne une saison permanente, le plaid, la tasse de thé, un montage ASMR pendant qu'on est en train de lire. Lecture, puzzle et reading journals font bien évidemment partie de ces contenus également. Et là, on voit la lecture comme faisant partie réellement d'une atmosphère. Une atmosphère entière construite autour du livre. Là, clairement, la lecture, c'est plus seulement un moment intime, mais elle fait partie d'un décor, elle raconte une histoire et c'est aussi un univers visuel à part entière. Derrière ces images, on a quand même certains codes implicites aussi. La bibliothèque bien rangée, le coin lecture très photogénique, les accessoires de lecture à avoir absolument, et on se rend compte que peu à peu, l'esthétique de la lecture devient normative. C'est ici que je vais parler d'un concept essentiel, c'est la lecture performative.
Alors la lecture performative, qu'est-ce que ça veut dire? Le terme performatif décrit des personnes qui se montrent en train d'adopter une vertu, un style de vie, une cause ou dans notre cas la littérature, mais sans forcément l'incarner en profondeur. La lecture performative, c'est le fait de lire, montrer ou posséder un livre, pas pour l'expérience de lecture, mais pour ce que le livre va communiquer de nous socialement. On peut déterminer deux formes de lecture performative. Il y a d'abord la performativité visuelle, c'est la plus évidente. Le livre est utilisé comme un décor, comme une esthétique visuelle, un accessoire esthétique. Mais on a aussi évidemment la performativité intellectuelle, l'autre face du phénomène. Ici, c'est plus le livre comme un objet esthétique uniquement, mais c'est un symbole de statut, un signe d'intelligence supposée. Montrer ce qu'on lit ne révèle plus donc du partage, mais d'une façon de produire une identité sociale. On ne lit plus seulement pour soi, mais on lit pour être vu et pour que le livre qu'on lit dise quelque chose de nous. On va explorer comment nos lectures sont devenues petit à petit des signaux sociaux, capables de dire qui nous sommes, ou plutôt du moins qui nous voulons montrer que nous sommes. Alors on s'en rend pas forcément toujours compte, mais en fait, un livre bien choisi, c'est un outil ultra puissant. C'est un gage d'intelligence, un symbole de culture et surtout une preuve de bon goût. Et pour comprendre tout ce qui se joue là, il faut quand même faire un détour par la sociologie, bien évidemment. En 2024, le magazine Marianne revenait sur les thèses de Pierre Bourdieu et leur constat est frappant. Nos goûts ne sont jamais totalement libres. Ce sont des signaux. C'est ce que Bourdieu appelle la stratégie de distinction. En fait, Bourdieu, dans son livre culte La Distinction, il explique qu'on utilise ce qu'on lit, ce qu'on regarde ou bien ce qu'on écoute pour se classer dans la hiérarchie sociale. Et d'ailleurs, même souvent sans en prendre conscience, sans le savoir. L'idée, au fond, elle est assez simple. Ce qu'on trouve beau ou noble, ce n'est pas vraiment inné, ce sont des goûts qui viennent de notre milieu social, de notre éducation et de nos années d'études. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ces goûts sont hiérarchisés. Sur les réseaux sociaux, on va même pousser ce concept à l'extrême avec ce que les psychologues appellent le curated self, si on traduit le entre guillemets, soi mise en scène. On ne montre jamais la réalité, on construit plutôt une version triée, filtrée de nous-mêmes. On construit une curation de nous-mêmes. Dans son article pour Psychology Today, Bruce Wilson, qui parle du curated self, explique qu'il y a une espèce de lutte constante entre nous. Il y a d'un côté notre soi virtuel, celui qui va choisir le livre qu'il va lire pour la couverture, qui cherche la validation par les likes, et pour lui, la photo est devenue l'expérience. Et puis, il y a de l'autre côté notre soi réel, notre soi authentique, celui qui a besoin d'intimité, de silence pour lire vraiment, sans témoin. Le danger, selon Wilson, c'est que le soi virtuel finit par remplacer le soi réel. On passe plus de temps à mettre en scène notre lecture qu'à réellement lire. Et là, forcément, on n'est plus dans la culture, on est dans la scénographie. Et forcément, quand je lis ça, ça me fait poser des questions sur ce que je fais moi-même quand je me mets en scène en train de lire, évidemment. Je pense qu'il faut vraiment faire attention au moment où on va dévier, parce que la frontière peut être très vite dépassée, au moment où on va lire le livre pour l'expérience, pour ce qu'il va nous apporter pour nous intellectuellement et comme expérience tout simplement, et le moment où on va lire pour faire du contenu. Et ça, c'est à chacun de répondre à cette question et chacun de prendre sa responsabilité par rapport à ça. Mais en tout cas, moi, si je peux rajouter ma touche personnelle dans cette analyse-là, je trouvais vraiment que c'était hyper intéressant ce qu'il disait parce qu'effectivement, on peut très vite tomber dans ce côté performance de la lecture aux dépens de l'expérience de lecture quand on est créateur de contenu. Je ferme donc la parenthèse créatrice de contenu sur ce sujet, mais sinon cette logique de lecture comme signal social, c'est vraiment
pas une logique nouvelle. Elle a d'ailleurs des parallèles dans le monde de la mode, de l'art, et la créatrice britannique Vivienne Westwood, qui était une icône du punk et une figure majeure de la mode conceptuelle, elle disait, je cite, un livre est un symbole de statut, et elle suggérait même de se promener avec l'attrape-cœur sous le bras pour avoir l'air intéressant. A status symbol is a book. A very easy book to read is The Catcher in the Rye. Walk around with that under your arm, kids. That is status. Promenez-vous avec l'attrape-cœur sous le bras, c'est ça le statut social. Cette logique, elle existe encore aujourd'hui, bien évidemment, et elle est évidemment amplifiée aussi par les réseaux sociaux. Cette mise en scène-là, quelque part, elle crée aussi une espèce de pression invisible, parce que, vous le savez, certains genres deviennent très valorisés et d'autres complètement, à l'inverse, dévalorisés. Et ce jugement se reflète évidemment dans les choix que nous faisons pour montrer ou pas nos lectures. Donc oui, nos bibliothèques deviennent des façades littéraires, des petits musées personnels où chaque livre qui est mis en avant, qui est montré, reflète quand même notre identité. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne choisit plus seulement un livre pour un texte, on choisit une édition, d'étranges colorés avec le jaspage, des hardbacks exclusifs. Le livre n'est pas seulement lu, le livre est montré, exhibé, collectionné même. Et d'ailleurs sur les réseaux sociaux ou même sur Booktube, on voit défiler des book hauls d'éditions magnifiques, souvent reçus gratuitement bien sûr, qui parfois aussi ne seront jamais lus, hein, on le sait, mais qui seront absolument magnifiques dans une bibliothèque. C'est là qu'il y a une bascule et les choses sont complètement différentes parce que si vous possédez un livre que vous adorez en plusieurs éditions parce que vous avez envie d'avoir une belle pièce du livre que vous adorez parce que vous avez envie de le relire ou le posséder, c'est quand même complètement différent de l'objet livre vide, la pièce esthétique uniquement décorative qu'on possède pour son esthétique ou pour son effet collection, mais qu'on va même pas lire. Ces deux aspects-là sont bien différents et cette transformation-là de collectionner l'objet pour sa couverture sans vraiment s'occuper du fond du texte, de ce qu'il nous fait vivre comme expérience de lecture, c'est quand même aussi, il faut le dire, activement encouragé par l'industrie de l'édition. L'industrie de l'édition qui adore nous inonder de différents formats, de différents livres collector, et puis quand vous ouvrez le livre, vous vous rendez compte que la traduction est catastrophique. Je pense que si vous avez vu mes dernières vidéos, vous comprendrez ce que je veux vous dire. En dehors de ça, j'ai quand même envie de vous parler de ce phénomène de livre-objet dans la mode parce que en faisant mes recherches, je suis tombée là-dessus et ça va avoir une incidence aussi sur peut-être nos lectures. On va parler du street style des modèles, des mannequins ou même des acteurs et actrices d'ailleurs. C'est un peu l'effet book accessory. C'est d'ailleurs peut-être l'exemple le plus viral des mannequins hyper influentes qui ont été plusieurs fois photographiés par des paparazzis avec des livres très spécifiques dans les mains et ça a été même jusqu'à créer des ruptures de stock de ces 10 livres. Alors on a eu plusieurs exemples. Kendall Jenner a été vue sur un yacht avec Tonight I'm Someone Else de Chelsea Hodgson. Apparemment la photo elle a fait le tour du monde, pas pour le yacht, mais pour le livre qui validait le côté intellectuel de Kendall Jenner. Bella Hadid, c'est la reine du genre. Alors elle a été photographiée à plusieurs reprises avec des livres qu'on dit pointus, comme par exemple L'étranger de Camus, évidemment, ou alors des recueils de poésie aussi. Et souvent, elle les tient bien en évidence hein, pour qu'on la photographie avec. Et d'ailleurs, on a dans la mode le phénomène, je ne sais pas si vous connaissez, Olympia Le Tan et le tapis rouge. Alors moi je connaissais pas du tout, tellement je suis loin de la mode avant de faire mes recherches pour cette vidéo, mais il y a effectivement certains créateurs comme donc Olympia Le Tan qui font des livres accessoires littéralement et c'est son business model en fait. Nathalie Portman a d'ailleurs porté une pochette Olympia Le Tan du livre Lolita de Nabokov lors d'une première et clairement le livre choisi ne l'est pas par hasard. Donc on a vraiment l'impression que le livre devient un nouvel accessoire de luxe, au même titre qu'un sac Hermès. Et le magazine Glamour posait justement récemment la question, est-ce que les livres sont les nouveaux sacs
Birkin. Il suffit de regarder les photos de paparazzi de stars pour comprendre un peu le phénomène. Prenez celui qui a beaucoup fait couler d'encre par rapport à ça, Jacob Elordi, qui est un peu le chouchou du moment, j'ai l'impression. Et lui, c'est le pionnier du Book in Pocket. Ouais, c'est un phénomène. Jacob Elordi, il est devenu viral sur les réseaux sociaux, pas pour ses tenues, mais parce qu'il a tendance à se promener régulièrement avec un livre glissé négligemment dans la poche de son jean arrière, comme ça. Donc là, le livre n'est plus juste un sac, il fait partie de la silhouette de la star. Alors évidemment, il faut que le livre ait l'air d'avoir été utilisé, corné, maltraité, voilà. Faut prouver quand même qu'on l'a lu, mais tout en servant aussi d'accessoire sans effort. Et il y avait aussi Dua Lipa qui pose avec du Patti Smith entre deux concerts. Il sert clairement à casser l'image de la pop star superficielle qu'on peut avoir de Dua Lipa pour projeter celle d'une intellectuelle un peu plus raffinée. Mais bon, Dua Lipa, elle a aussi créé son club de lecture sur YouTube d'ailleurs, Service 95. Alors certains diront que c'est une extension directe de son branding personnel. Moi, personnellement, je pense que c'est vraiment plus par intérêt. Et puis, son book club est très intéressant et elle a des invités, etc. Donc, la fille, elle a des choses à dire. Moi, je suis pas tellement d'accord avec ce raccourci qui dirait que c'est que pour le personal branding des stars. Pour avoir vu notamment Jacob Elordi en interview ou Dua Lipa parler des livres, etc., je peux vous dire que ils les ont lus, les livres. Dans tous les cas, ce qui est important de voir ici, c'est que, effectivement, quand même, le livre fonctionne comme un badge de validité intellectuelle. Et comme le disait un styliste dans le New York Times, on choisit désormais son livre comme on choisit ses chaussures. On le choisit pour compléter le personnage qu'on veut incarner ce jour-là. On est peut-être aussi quand même passé de la lecture plaisir à la lecture accessoire. Et ça ne s'arrête pas là. On va parler du livre comme décor. Alors là, c'est extraordinaire. Bibliothèque fictive, faux livre, mise en scène domestique, carrément. Saviez-vous que aujourd'hui, il existe des entreprises dont le métier, c'est de fabriquer des bibliothèques factices pour les hôtels, pour les Airbnb, pour les plateaux télé et même pour des particuliers et notamment des stars. Aux États-Unis, certaines agences proposent des faux livres en carton pour remplir une étagère. Ouais. Je sais pas d'ailleurs si vous vous souvenez de ça, mais moi, quand j'ai fait mes recherches, ça m'a rappelé ce phénomène qu'il y a eu quelques années où il y avait eu une tendance de faux livres décoratifs de designers ou alors de grands noms de la mode, Tom Ford en tête d'ailleurs, et on posait ces livres-là sur une table basse, une console, et c'était des objets uniquement purement décoratifs. Et je me souviens que certains influenceurs en avaient fait la promotion et ça avait vraiment fait grincer des dents parce que les prix de ces faux livres en carton de marque étaient très élevés par rapport au produit lui-même. Une boîte vide en carton. Et ça, c'est un vrai exemple, celui de l'actrice Ashley Tisdale qui a admis, alors elle est vraiment bête pour le coup, elle a admis dans Architectural Digest avoir acheté, écoutez bien, 400 livres d'occasion à la hâte juste pour remplir ses étagères avant une visite guidée de sa maison. Ouais, il fallait pas le dire, Ashley. Il fallait pas le dire parce que t'es passée un peu pour une idiote là. Donc tout ça montre clairement ce que je voulais dire au début de ce chapitre, qui montre que oui, le livre, c'est un ornement aussi, c'est un élément de scénographie et surtout c'est un indice social. Ça montre une certaine image de ce que nous sommes, une image de ce que l'on veut montrer de nous. Parce que avec ces derniers exemples, ce qui compte, c'est pas la lecture en elle-même, pour certains en tout cas, mais vraiment l'image que renvoie la belle bibliothèque ou certains livres avec lesquels on pose. Alors là, on va beaucoup rigoler parce que on atteint le terrain du viral avec la tendance TikTok, c'est vrai, des hommes qui lisent en public, alors dans les cafés, les parcs, dans le métro, etc., pas par passion, mais uniquement pour être vus. Alors l'idée derrière ce phénomène-là, c'est projeter une certaine image d'homme sensible, de profondeur, pour attirer les femmes. Ouais,
Ça a fait vraiment grand bruit, hein, il n'y a pas si longtemps sur les réseaux sociaux de ces hommes qui lisent, et qui lisent pas vraiment en fait, hein, mais qui se montrent réellement avec tel ou tel livre, bien choisi évidemment, pour attirer les femmes et pour draguer. Le livre devient un outil de séduction, un appât social et surtout un outil de valorisation personnelle. Donc aujourd'hui, on a vu que le livre peut être un accessoire de mode, un élément de décor, un symbole de statut ou même un outil de séduction incroyable. Ce qui me dérange le plus là-dedans, c'est pas que certaines personnes veulent se donner une certaine image sociale grâce au livre. Bon, bah, ils font bien ce qu'ils veulent, mais c'est plutôt que tout le monde ne performe pas la lecture de la même manière. Et tout le monde n'est pas jugé avec la même sévérité non plus. Parce que comme on l'a dit, si tu te balades avec ta petite romance dans un café, tu vas clairement pas être vu de la même manière que le type qui sort son classique tout corné à la terrasse d'un café alors qu'il l'a jamais lu et qu'il le lira jamais. Alors on en arrive au point de la vidéo où on va prendre un petit peu plus de recul sur tous ces exemples assez affligeants de lecture performative. Parce que franchement, avec tous ces exemples, on pourrait se dire que bon bah la lecture, ça devient aussi, elle aussi, une activité superficielle. Que maintenant, la lecture, elle est uniquement mise en scène, performée, esthétisée, pour montrer quelque chose de nous, mais qui est complètement vidé de son sens. Mais franchement, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que je trouve que ce serait quand même beaucoup trop simple. Et en plus, cette idée repose sur quelque chose de très idéalisé quand même. L'idée qu'on a ce contraste entre l'avant où la lecture aurait toujours été pure, intime, totalement déconnectée du regard des autres, et maintenant avec une lecture extrêmement visible et exposée sur les réseaux sociaux. Bon, en réalité, ça n'a jamais été vraiment le cas. Prenons par exemple les salons littéraires, les cercles intellectuels, les bibliothèques privées. C'est quoi? Si ce n'est pour se montrer et montrer de nous un certain statut social. Parce que lire a toujours été une manière de se positionner socialement. Et on l'avait déjà vu d'ailleurs avec Bourdieu. La différence, c'est qu'aujourd'hui, cette dimension, elle est devenue beaucoup plus visible, publique et surtout démocratisée. Mais moi, je suis désolée, montrer qu'on lit, ça ne veut pas dire qu'on ne lit pas réellement. Et c'est là où je veux en venir et pourquoi je vous disais de regarder la vidéo jusqu'au bout. Parce que je pense qu'il y a un point essentiel à dire, c'est qu'on confond beaucoup trop souvent et on fait souvent le raccourci entre visibilité égale superficialité. Et ça, je suis vraiment pas d'accord avec ça. Et d'ailleurs, je le dis parce que je suis directement concernée, puisque moi-même, j'esthétise ma façon de lire dans mes vlogs lecture, mais c'est pas pour autant que partager ses lectures en public sur les réseaux sociaux ou Booktube, filmer des reading vlogs avec une certaine atmosphère et une certaine esthétique, ou alors montrer sa bibliothèque et ses book hauls, c'est pas forcément seulement du vide, mais c'est aussi simplement l'envie de, dans un premier temps, garder une trace de son parcours intellectuel, créer du lien, briser la solitude de la lecture. Moi, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai commencé ma chaîne, parce que je voulais partager avec d'autres lectrices et lecteurs mes coups de cœur, mon parcours de lecture en fait. Alors oui, c'est vrai que quand on s'expose sur les réseaux, on ne lit plus seulement pour soi, on lit avec les autres à distance. Et aussi, pour aller dans mon sens, il y a aussi quelque chose qu'on oublie peut-être souvent, c'est que l'esthétique pour moi c'est quand même une sacrée porte d'entrée pour la lecture. En fait, pendant mes recherches, je suis tombée sur énormément de témoignages sur Reddit et je dois dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que j'ai lu. Est-ce que c'est si grave d'être arrivé à un livre par une belle couverture, par un vlog cosy ou une image sur Pinterest, quelque chose de purement esthétique? L'important, c'est la suite, que les personnes vont finir par lire vraiment ce livre et avoir une expérience de lecture. Grâce à peut-être une esthétique à la base, elles vont quand même découvrir un livre, une écriture, un texte, des émotions, des histoires. Ça va peut-être être la porte d'entrée vers un univers immense, celui de la littérature. Juste en rentrant
par une petite porte d'entrée très stylisée, esthétique et finalement qui donne envie. Et alors, qu'est-ce que ça change? Faut pas oublier que l'humain a toujours créé de l'esthétique autour de ses passions. Je vais prendre des exemples. L'exemple de la musique, parce que moi, c'est un exemple qui me parle le plus, ayant un grand frère de 10 ans de plus que moi qui adorait la musique rock notamment. Et le rock, par exemple, il a ses propres codes. Ses perfectos en cuir, son imagerie rebelle. C'est des codes d'esthétique qui appartiennent après à une culture. Le mouvement punk, opposé total, qui a poussé l'esthétique du chaos jusqu'à l'extrême. Et si on parlait des années 80 avec le hip-hop? Le hip-hop, c'était pas que de la musique. Le hip-hop, c'était une posture sociale et visuelle avec ses propres codes. Est-ce que le fait de porter un blouson de cuir rend la musique rock moins sincère? Est-ce que les crêtes colorées des punks vidaient leurs chansons de leur message politique? C'est vraiment simplement un langage visuel reconnaissable qui accompagne une culture. Et d'ailleurs, si on regarde du côté de la littérature, évidemment tout ça n'a rien de nouveau non plus. Dans les années 50, on a vu apparaître une distinction fascinante entre la Beat Generation et les beatniks. Alors je vous explique. Dans le mouvement Beat Generation, on avait au départ des auteurs comme Kerouac ou Ginsberg, et eux, ils avaient cette volonté de chercher une vérité brute, quoi, loin de la consommation en tout cas, mais les médias et la culture populaire ont rapidement transformé cette philosophie en une esthétique, l'esthétique du beatnik. Le mouvement culturel a été transformé en image, en esthétique, en image médiatique. Et c'est là que est né l'uniforme qu'on connaît tous, le col roulé noir, les sandales, le béret, et évidemment aussi le livre de poésie bien en évidence dans les cafés à l'époque, très enfumés par la cigarette. Donc tout ça pour vous dire que le cliché du lecteur au café n'a pas été inventé par les réseaux sociaux. Ça existe depuis longtemps et c'était déjà l'uniforme d'une certaine jeunesse qui voulait montrer que sa véritable richesse, c'était ses idées. Au final, on se rend compte que oui, le costume change en fonction des différents styles, des différentes cultures, mais le besoin reste le même quand même à la base, et c'est ce qui nous rejoint tous, c'est transformer notre passion intérieure en espèce de signal extérieur et surtout en une communauté, pour qu'on se comprenne, pour qu'on se retrouve. En fait, dans tous ces discours de lecture performative, parfois de ce qui est récupéré, comme on l'a vu, par la mode, là c'est clair qu'on a des raccourcis très performatifs, mais réduire vraiment aujourd'hui la lecture à chaque fois, parce que tu t'exposes en lisant, à un acte performatif, je trouve moi personnellement que c'est assez symptomatique d'une société qui est tombée si bas en termes de culture que, en fait, les gens n'arrivent même plus à croire que quelqu'un qui est avec un bouquin dans un café lit réellement. C'est assez affligeant en fait. En réalité, toute cette discussion autour des lectures performatives, elle est vraiment intéressante, mais je trouve quand même qu'il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui vont filmer d'autres personnes qui sont en train de lire à un moment donné alors qu'ils n'ont rien demandé à personne et qui vont très très vite les juger comme uniquement de la performance. Personnellement, je trouve que c'est une vision extrêmement négative et fermée du monde parce que, eh bien non, on a tout à fait le droit de lire son petit bouquin dans la rue sans penser qu'il y a des gens qui nous regardent. Tout le monde n'est pas tout le temps en train de calculer l'image qui leur renvoie. Je suis d'accord pour dire que la lecture a changé de forme parce que elle est plus visible grâce aux réseaux sociaux, elle est plus esthétique peut-être aussi, même si on a vu que l'esthétique et la culture vont de pair et a toujours existé, c'est vrai que le mouvement sur les réseaux sociaux, BookTok, etc., ça a peut-être amplifié le phénomène, mais je ne crois pas que ça la rend moins sincère. Partager nos goûts, qu'ils soient mis en scène ou non, ça contribue quand même à faire vivre cette culture, surtout à une époque où le temps de lecture chute et où les gens, les nouvelles générations, ne lisent plus. Je pense qu'en fait, il faut simplement être honnête avec soi-même. Je pense qu'il y a des gens qui sont uniquement dans l'esthétique de la lecture, de ce que ça montre d'eux, etc. L'important, c'est pas la façon dont on montre le livre. L'important, c'est l'honnêteté qu'on a envers nous-mêmes et ce qu'on retient de ce livre,
ce que ça fait de nous une fois qu'on a refermé le livre. En fait, j'ai terminé ma conclusion de mon script sur cette phrase et il se trouve que entre le tournage et la fin de mon script, je suis tombée sur un post de Babelio sur Thread et en même temps sur des nouveaux rapports de temps de lecture et de culture aussi, qui est clairement en baisse aujourd'hui. Les Français consomment moins de culture et lisent de moins en moins. Je me suis dit que c'était une bonne façon de conclure finalement cette vidéo. Je vais vous lire ce que disait Babelio. On reproche à la jeunesse de ne plus lire, mais dès qu'elle s'empare d'applis pour transformer sa palle en défi ludique, on crie à la performance. La lecture n'est pas une compétition, mais si un défi vous aide à ouvrir un livre de plus, c'est une victoire. Et je trouve que ça résume parfaitement tout ce dont on vient de parler, tous les exemples qu'on a montrés de performance et contre-performance aussi. Et peut-être que au lieu de juger la manière dont les gens lisent ou est-ce que c'est une performance, est-ce que c'est pas une performance, on devrait plutôt se réjouir que finalement de tous ces exemples, la lecture, elle est encore considérée comme quelque chose de profondément important, comme quelque chose qui nous élève et qui n'est pas finalement dépassé parce que sinon la mode n'utiliserait pas les livres pour communiquer, vous voyez. Et franchement, je me dis qu'au fond, peu importe la porte d'entrée, que ce soit parce qu'on a vu un sac à main avec une couverture de livre et ça nous a intrigués, que ce soit parce qu'on a vu une star qui lisait un livre et ça nous a intrigués, que ce soit par le book club d'une célébrité ou bien une esthétique, un vlog cosy, un challenge, un défi lecture, etc. Le principal, c'est bien qu'on arrive à la lecture. Selon le CNL, le Centre national du livre, le temps de lecture chez les jeunes adultes chute au profit des écrans. On a aujourd'hui un temps de lecture équivalent à 28 minutes par jour contre plus de 5 heures passées devant les écrans. Si il faut passer par de belles images, par des tendances, par des photos de stars avec un livre dans les mains ou par des défis lecture, mais que ça donne réellement envie, notamment aux jeunes générations, d'ouvrir un livre et de s'intéresser à la littérature, franchement, soit. Le plus important, c'est qu'ils y arrivent au bout d'un moment et qu'on réapprenne à lire vraiment, à se concentrer sur la lecture parce que ça devient véritablement en fait un problème et reprendre en fait cette habitude de lire parce que je pense que le problème le plus important et celui qui devrait véritablement nous préoccuper, c'est pas la performance de lecture et l'esthétique derrière la lecture, c'est franchement le manque d'intérêt pour la lecture et l'impossibilité des nouvelles générations à se concentrer sur un livre. Ça, c'est plutôt ma conclusion en fait. N'hésitez pas à commenter cette vidéo avec votre avis, ce que vous avez pensé de tout ce que j'ai pu dire, de tout ce qu'on a pu voir, lecture performative ou non, expérience de lecture réelle ou non, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de tout ça, où on en est aujourd'hui, où vous en êtes aujourd'hui. Je vous remercie vraiment d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout pour vos likes, vos commentaires et vos partages qui font vivre la chaîne et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye les amis!